En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Et tout de suite, donc, place à votre vue de haut. On en a peu entendu parler ici en France, mais ce lundi, près de 500 pages de rapports sur le Covid-19 ont été publiées par le Congrès américain. Après 2 ans d'enquête, 38 dépositions ou entretiens et 25 auditions, le rapport final du sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus constitue l'examen le plus approfondi de la pandémie à ce jour. Et les informations qu'il comporte sont un choc pour certains, une délivrance pour d'autres qui se voient enfin lavés de toute accusation de complotisme. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui 2 figures dont la voix s'est élevée ici en France durant la crise sanitaire. Béatrice Rosen, actrice et lanceuse d'alerte qui s'est particulièrement engagée sur le sujet, et puis le professeur Didier Raoult, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, probablement le médecin le plus controversé durant cette période de crise. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, très bien. Oui, très bien, oui, merci. Alors Béatrice Rosen, commençons par vous, puisque à la lecture de ce rapport, vous avez souhaité justement publier une vidéo pour partager à la fois votre soulagement, parce que la vérité est faite sur pas mal de sujets et on va en parler, mais aussi votre indignation. Aujourd'hui, vous réclamez des excuses, mais voilà, est-ce que vous pourriez commencer par nous livrer vos impressions lorsque vous avez eu ce rapport entre les mains ? Écoutez, je trouve que les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire, et je suis pas la seule, ont été évidemment éminemment politiques et que la science a été donc, à la vue de ce rapport, totalement instrumentalisée. Ce rapport dit énormément de choses. Il dit que le virus est probablement issu d'une fuite de laboratoire, qu'il a été manipulé, que l'argent américain a participé à fonder des recherches de gain of function sur un virus. Tout cela a été des théories totalement complotistes. Moi, je ne sais rien, je ne suis pas scientifique. C'est le rôle du professeur Didier Raoult de donner son expertise. Mais je regrette qu'il y ait eu des censures absolument terribles, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur tous les médias, dans l'espace public, que des gens aient perdu leur travail pour avoir émis des hypothèses et été mis au banc de la société. Moi, j'ai été traînée dans la boue comme beaucoup d'autres. Je ne me plains absolument pas, mais je trouve ça absolument scandaleux et il faut rappeler toutes les mesures folles. On forçait les femmes à accoucher avec un masque. Il faut pas oublier, dans les EHPAD, il y a eu des mesures terribles pour les enfants. Et d'ailleurs, ce rapport dit que, par exemple, il dit tellement de choses, ce rapport, on pourrait faire une émission d'1 heure, mais que même les boosters n'ont pas été suffisamment étudiés avant d'en vanter les mérites. Que l'immunité naturelle a été minimisée, que toutes ces mesures étaient totalement politiques. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Alors, professeur Raoult, justement, on peut commencer par vous interroger aussi sur votre réaction à la lecture de ce rapport. Et puis ensuite, on va creuser un petit peu et essayer de comprendre donc ce qu'il s'est passé dans ce fameux laboratoire chinois, puisque désormais, c'est quand même la piste privilégiée quant à la création donc, de ce virus. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce rapport, c'est moins le détail du contenu sur lequel, parce que c'est pas une enquête scientifique non plus, hein, c'est les opinions, mais c'est extrêmement important. Ça montre que l'Amérique est encore une démocratie. Et on a bien failli passer à côté parce que Biden n'est pas du tout un démocrate. Il a fonctionné comme on fonctionne en France, avec une espèce de totalitarisme qui est la vraie question de fond. C'est les gens il faut pas leur dire, il faut leur prémâcher
ce qu'on doit leur dire, si vous voulez, ça date de la République de Platon, ça, hein, un mode de pensée occidental dont est sortie l'Amérique et dont est sortie en partie la Suisse, elle est en partie revenue, si vous voulez, à partir du XVIIIe siècle, en disant, attendez, non, tout le monde a le droit à accès à la connaissance, à l'information, y compris si cette information est contradictoire, parce que c'est ça la liberté. Et moi, je ne veux pas qu'on pense à ma place. Et je voudrais citer un livre que vous n'avez pas encore cité, je crois, et ça m'étonne, mais vous devriez le lire parce que vous le citeriez souvent, qui est un livre d'Ayn Rand, qui est génial, qui s'appelle La vertu d'égoïsme, qui est dit, il n'y a rien de pire au monde, vous savez, c'est une réfugiée du stalinisme, il n'y a rien de pire au monde que de vouloir que les gens qui veulent votre bonheur malgré vous. Moi, je veux pas qu'on pense mon bonheur à ma place. Voilà, je veux pas qu'on prenne les décisions à ma place. Et ce que l'on voit là, c'est en France, on n'en est pas là. C'est-à-dire, la structure totalitaire est tellement pesante dans les médias, y compris dans les journaux scientifiques, y compris à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, il y a une telle chape de plomb que, vous voyez bien, moi, je suis au contraire toute tentative d'autonomie des élus me réjouit, même si ça va pas dans ce que je pense, parce que j'ai quand même été effaré de l'absolu mutisme des politiques sur cette crise, c'est-à-dire qu'il n'y a eu personne. Vous vous rendez compte que ni la gauche ni l'extrême gauche ne se sont jamais mêlés de dire, mais vous voyez pas que Pfizer est en train de faire la plus grosse opération de tous les temps. En termes financiers, 100 milliards par an, 2 ans de suite, en vendant un truc qui n'a pas été testé. Vous voyez, donc ça, cette acceptation que moi je compare vraiment à 40, je vois que ça revient souvent comme la première chose que je dis, faites attention, il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs, c'est-à-dire de ne plus d'interdire la parole, vous voyez, de la censurer, parce que on sait ce qui est bon pour vous. Et il faut pas le dire. Et donc c'est très intéressant parce que l'Amérique nous donne une fois de plus une leçon de démocratie, d'abord en déjouant, heureusement qu'il y a des votes, vous voyez, c'est intéressant, sans me mêler de la querelle russo-ukrainienne. Moi je vois qu'en Russie ils votent, en Ukraine ils votent pas quand même. Hein. Mais on dit la démocratie c'est l'Ukraine où on ne vote plus, tandis que les autoritaires c'est la Russie où on vote à 80% pour le président quand même, cette année. Hein. Donc, si vous voulez, cette manière de déguiser la démocratie est une manière de dire, voilà, la démocratie, je sais ce que c'est bon pour vous, c'est un peu le sens de ce que dit notre président, je sais ce qui est bon pour vous, vous êtes des imbéciles de ne pas le faire. Mais justement, la démocratie, c'est qu'on ne décide pas à la place du peuple. Le peuple vous délègue pour faire des choses, mais on ne peut pas dire au peuple, vous avez tort de ne pas faire ce que je vous dis de faire. Eh ben, vous voyez. Et donc, dans ce rapport, il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qui sont pas convaincantes. Il y en a une, moi, sur le plan scientifique, je sais que l'histoire du gain de fonction est une fantaisie intellectuelle. Ça n'existe pas. Ouais, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peu d'auditeurs qui savent ce que c'est ce fameux gain de fonction. Donc, c'est quelque chose, c'est une recherche qui est interdite. C'est une recherche. Alors, pardon, hein, je suis un professeur, donc je parle pas en 10 secondes. L'histoire est partie du faux bioterrorisme. Vous savez que l'histoire de 2001, c'est un faux bioterrorisme, c'est-à-dire qu'en réalité, les Américains manipulaient à Fort Detrick le bacille du charbon. C'est Nixon qui a arrêté la recherche sur les agents bio-infectieux et l'histoire actuelle, c'est que un des ingénieurs de Fort Detrick est parti avec des spores du charbon qu'il a relargué quand il a disjoncté. Il s'est, entre guillemets, suicidé avant d'avoir un procès, ce qui fait qu'on n'a pas eu toute l'histoire. Et on sait que c'est lui, c'est pas du tout ni Saddam Hussein, ni un pays islamiste, ni rien du tout, ni les Chinois. C'est un employé de l'armée américaine qui a envoyé à des politiques et des journalistes américains, ça fait 7 morts si je me souviens bien. À partir de ça, les choses ont explosé. Je connais bien ça parce que j'étais chargé de mission après au ministère pour faire ça. Je leur ai dit, écoutez, vous savez, c'est pas inintéressant, mais on n'a jamais fait de bioterrorisme qui fonctionne dans l'histoire de l'humanité. Il y a que les gaz qui marchent, hein, les toxines et les gaz. Mais les microbes, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Et en revanche, il faut se préparer à une épidémie.
vous savez, le cabinet de Mattei voulait pas recevoir mon rapport. Hein. Il est toujours en ligne. Je le disais, c'était 2002-2003. Il faut se préparer à une épidémie. Il faut avoir des endroits en France où on peut répondre à cette épidémie. Et ce qui est très intéressant dans le rapport, pour y revenir, c'est que Jean-François Delprécy explique à Fauci qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que laisser les gens à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les PCR. La France, c'était interdit de faire un des examens les plus simples du monde. Vous avez bien vu, on en a fait des millions à la fin. Donc, c'était pas compliqué. Il y avait les réactifs. Il suffisait de commander ou de faire soi-même les réactifs. Et moi, j'avais dit, écoutez, il faut avoir sept endroits en France dans lesquels on soit capable de répondre, ce que j'appelais les infectiopoles, à une situation de cet ordre-là. Tandis qu'en France, on a fait ça à la française, c'est-à-dire on a dit, il n'y a que l'Institut Pasteur qui n'a pas les moyens de faire ça. C'est un institut de recherche, c'est pas un institut d'épidémie, si vous voulez. Et le centre de Lyon, qui est un tout petit centre, si vous voulez, qui vont faire toutes les PCR de France. Moi, au début, on voulait m'empêcher de faire des PCR pour ce virus. Et je faisais déjà 300 000 PCR par an dans mon laboratoire. Vous voyez, donc, ces décisions on va décider contre le bon sens, contre les choses, et on ne se prépare jamais à rien, c'est une folie. La deuxième folie, c'est, mais attendez, le bioterrorisme, on n'a jamais réussi à leur sortir de la tête. Moi, les Américains savaient très bien, c'est un mensonge énorme, hein, le bioterrorisme. Moi, je connais les gens qui ont séquencé la bestiole, la spore qui avait été envoyée, qui a fait croire au bioterrorisme. Ça a été séquencé au centre Tiger, et à peu près 2 mois après l'épisode initial, les Américains savaient que c'était la souche de Fort Detrick. Ça venait pas de l'étranger, c'était pas développé ailleurs, c'est la souche qui avait été développée à Fort Detrick. Donc les Américains savaient que c'était une histoire américano-américaine d'une bêtise. Mais à partir de ça, ils ont fini, vous vous rappelez qu'Owen Powell qui secouait le truc par faire croire que c'était Saddam Hussein qui avait envoyé des sports de charbon aux États-Unis pour envahir l'Irak. Et depuis, on n'a jamais voulu revenir dessus. Il y a une chose qui est une des choses les plus belles, mais les gens sont tellement ignorants que c'est terrifiant. Si vous regardez le traitement du charbon, moi j'ai vu, c'est une des raisons pour lesquelles je suis moins surpris que les autres, je suis plus vieux, j'ai vu plus de choses. J'ai vu en France comme aux États-Unis dire que le charbon, il fallait se préparer à avoir des stocks d'un médicament très cher, à l'époque, la ciprofloxacine. Pour faire face à ça, aux États-Unis, ils ont joué la pièce jusqu'au bout. Ils ont fait des silos dans lesquels on mettait des tonnes de ciprofloxacine. Or, jamais un homme n'avait été traité par la ciprofloxacine pour un charbon, alors que la pénicilline marche très bien. La plupart des antibiotiques sont très efficaces, mais ça rapporte pas d'argent. Et la raison pour laquelle c'est fait, je suis allé demander au CDC, au compte de ma mission, pourquoi vous avez choisi ça? Parce qu'il y a un modèle expérimental chez le lapin qui montre que ça marche bien, parce que chez le lapin, on peut pas mettre de pénicilline, ils font des morts subites quand on remet de la pénicilline. Donc vous voyez le mécanisme de pensée. Et donc, à la suite de ça, on dit, mais il faut faire face maintenant. On continuait à jouer la pièce sur le bioterrorisme. Alors, aux États-Unis, on a interdit de manipuler les bestioles. C'est interdit depuis. Donc, on faisait attention. Maintenant, ça s'est un peu atténué. Mais au début, quand vous envoyez un papier dans les journaux américains, on disait, est-ce que il n'y a aucune chance pour que ceci puisse être utilisé pour faire du bioterrorisme? Et donc, ce qui a été fait, ce qui est révélé là, c'est que les Américains ont payé les Chinois pour continuer dans leur folie du gain de fonction. Mais en réalité, on ne peut pas étudier le gain de fonction chez un virus. On ne sait pas le faire pour une raison. On n'a pas de modèle expérimental de maladie épidémique humaine. Donc, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous faites chez le virus va lui permettre de donner une épidémie. Vous ne le savez pas. Et je vais vous donner un exemple très pratique. Encore une fois, parce que je travaille depuis 3 ans. Vous savez, j'ai plus le droit de voir de malade. Alors, je travaille sur les séquences génomiques parce qu'il y en a des millions. Et ce qu'on voit, c'est que les poussées épidémiques sont dues à des mutations qui étaient imprévisibles et qu'en tout cas, personne n'aurait prévu de faire pour avoir des gains de fonction. Non seulement ça, en même temps que nous, on démontrait que les coronavirus, quand ils deviennent des virus spécifiquement humains, perdent un gène qui s'appelle l'orphique, que j'ai appelé le mistigris. C'est-à-dire que si vous perdez ce gène, vous êtes plus actif et vous êtes plus épidémique. Eh bien, en même temps que nous, on publiait ça, qui était de l'observation, il y avait des gens qui publiaient que c'était un gène de virulence extrêmement important et que donc, vous voyez, la théorie et la pratique n'avaient rien à voir. Les virus et leurs mécanismes, et je peux vous dire en pratique ce qui s'est passé, il est parti rapidement, Didier Raoult. De Chine. Ce virus de Chine
Quand il est arrivé, il n'avait pas plus de potentiel, à mon sens, que le SARS ou le MERS Corona. Et c'est quand il est arrivé en Europe qu'il a eu 2 mutations qui ont tout changé. Une mutation dans la machine à répliquer le virus, qui lui a fait faire 100 fois plus d'erreurs. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes toujours pas sortis, nous avons toujours des mutants, alors que tout le monde disait au début les coronavirus ne mutent pas. Mais celui-là, il a eu la mutation qu'il a fait, qu'il mutait sans arrêt, et d'autre part, une mutation dans la fameuse spike qui lui a permis de mieux adhérer aux cellules et donc de devenir plus infectieux. Ouais. Et donc, ça était imprévisible. Donc, l'histoire des gains de fonction, c'est une escroquerie. Ça ne marche pas. C'est pas vrai. Et si vous écoutez un des virologues les plus raisonnables à qui on a posé la question, qui s'appelle Drosten, qui est un vrai virologue raisonnable, il dit la même chose. C'est possible qu'un jour, s'il faut reconnaître qu'on s'est trompé, moi je suis pas un homme politique, je le reconnais très volontiers. Si vous voulez, ce fantasme-là, c'est un fantasme qui est répété par les uns et les autres. Ça a suscité des financements ou obscurs ou clairs pour courir après quelque chose qui, pour l'instant, est un fantasme. Ouais. Alors ça, c'était pour... Sur le reste de ce bilan, bien sûr, il y a des choses très importantes. On voit les gens ont caché la réalité, les gens ont transformé des décisions politiques en disant qu'il y avait un support scientifique, ce qui n'était pas vrai. Vous savez bien que c'est la raison pour laquelle moi j'ai quitté ce conseil scientifique, c'est qu'il n'y avait pas de base ni pour le confinement, ni pour les masques dans la rue, ni pour la fermeture d'école. Il n'y avait aucune base scientifique là-bas. On a ruiné le pays sans aucune base, simplement sur les lubies de quelques bonhommes qui ont dit le mieux c'est de faire comme ça, c'est tout. Hein. Alors justement, on va en revenir à ces révélations politiques et même sur le plan humain. Vous, Béatrice Rosen, vous avez parlé justement de ces patients, de ces femmes qui ont dû accoucher avec des masques, de ces patients qui ont dû mourir seuls, par exemple, en EHPAD. Ce rapport, il parle aussi de ce taux élevé de détresse psychologique qui est directement dû à la gestion de la crise du Covid. Et d'ailleurs, il pointe du doigt toutes les agences qui ont été à la source de cette gestion et qui, a priori, n'avaient pas les fonctions et les compétences appropriées pour gérer tout ça. Finalement, on se rend compte que c'est le pouvoir politique qui s'est complètement approprié une crise qui aurait dû avant tout être traitée justement par des spécialistes et des médecins. Oui, la crise, la science a été totalement instrumentalisée et on voit qu'à terme, aujourd'hui, on paye encore les conséquences. Regardez ce qui se passe avec la crise du déficit, du budget, etc. On paye en partie les conséquences du quoi qu'il en coûte qui a été décidé pendant cette période-là, parce que le quoi qu'il en coûte a été décidé, c'est une réaction en chaîne finalement. Ça a été décidé pour les confinements qui n'étaient pas décidés sur des bases scientifiques, les fermetures d'écoles ont créé des déficits d'apprentissage, des problèmes de dépression chez les enfants. Le rapport parle aussi de quelque chose de très important. Il dit que tout ce qui a été soulevé, toutes les questions qui étaient soulevées pendant la crise sanitaire étaient légitimes et n'étaient pas des théories du complot. Ces gens n'étaient pas complotistes et que le rapport dit aussi que les effets secondaires existent. Et ça, pour l'instant, en France, c'est totalement l'omerta. Le dernier ministre de la Santé qui s'est exprimé sur le sujet, c'était Aurélien Rousseau, a quand même dit en face de Léa Salamé, sans contradiction, qu'il n'y avait pas d'effets indésirables et donc que ça n'existait pas et donc ça crée un vide juridique pour même les patients qui se battent pour la vérité, pour leurs effets indésirables, pour des parents qu'ils auraient perdus à cause de ça. Alors il faut enquêter, on ne sait pas, on ne peut pas affirmer, mais il faut au moins avoir l'humilité de dire bon, il y a un problème, on y fait face, on cherche, on met les moyens pour chercher, pour trouver des solutions et pour compenser le cas échéant. Et on peut pas traîner des gens comme ça dans la boue, c'est la double peine. Et il faut de la transparence, il faut lever le secret défense qu'il y a eu sur ces conseils de défense qui, à mon avis, étaient absolument ridicules, comme si le virus allait connaître notre stratégie. Enfin, franchement, c'est du délire total tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Et
Je voudrais juste revenir sur un point parce que quand j'ai posté ma vidéo, il y a des fact-checkers qui sont immédiatement venus, qui ont un petit peu chaud maintenant et donc qui sont immédiatement venus me fact-checker alors que moi je n'ai fait que rapporter les faits qui sont dans le rapport en disant que c'était une instrumentalisation politique ce rapport. Mais il faut rappeler que ce rapport a été bipartisan aux États-Unis. Et donc, il y a des républicains et des démocrates qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Voilà, je voulais juste rappeler ça parce que c'est très important et personne ne le dit. Oui, d'ailleurs, c'est dans l'introduction du rapport, ils expliquent que c'est aussi une belle manière de trouver un consensus entre les deux parties. Et d'ailleurs, donc dans ce consensus, on admet quand même que l'administration Biden a fait obstruction quand il était question de faire tout un tas de recherches. Donc même les démocrates s'accordent sur cette version, ce qui est assez révélateur. Béatrice Rosen, on continue avec vous. Vous l'avez dit, on a ces vérificateurs de faits. On est sur Radio Courtoisie, donc je vais le prononcer à la française, mais on a ces vérificateurs de faits qui vous ont bondi dessus après votre vidéo. On est encore très très loin de la libération de la parole en France. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour mentionner Virginie Joron, puisque le professeur Raoult nous expliquait qu'effectivement, aucun homme politique ne s'est levé au moment de crise sanitaire pour dire « Attendez, il faudrait peut-être réfléchir 2 secondes », à l'exception donc de certains. Virginie Joron en fait partie et on la remercie. Elle n'est pas avec nous ce matin, mais on la remercie quand même. Donc voilà, est-ce que vous pourriez nous parler de cette omerta qui pèse en France et que vous êtes la première à expérimenter ? Oui, on voit qu'en fait, cette équipe de vérificateurs de faits sont des imposteurs. Ils ont été financés par de l'argent public et donc dépendaient finalement du gouvernement et donc du narratif du gouvernement. On voit qu'ils ont affirmé des choses. Aujourd'hui, ils essayent de se raccrocher aux branches en disant à l'époque, on ne savait rien. Mais alors, si vous ne saviez rien, pourquoi vous avez traîné des gens dans la boue? Pourquoi vous avez mis de côté certaines personnes? Pourquoi vous avez traîné dans la boue certaines opinions ou certaines hypothèses? À la base, quand on ne sait pas, on n'impose pas, on n'insulte pas et on ne censure pas. Voilà, ça devrait être la base. On laisse place au débat scientifique, au débat politique, puisque les mesures étaient politiques. Et donc voilà, et c'est absolument insupportable. Et on voit que ces gens sont en panique aujourd'hui et qui continuent à essayer de censurer comme ils peuvent. Et c'est beaucoup plus difficile depuis que, évidemment, Elon Musk a racheté X. Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent le fermer. On parle de ces décisions politiques. Certains tentent de les justifier, ou en tout cas de les légitimer, en expliquant qu'on a quand même du coup toute une classe politique qui s'est retrouvée face à une crise d'ampleur, qui effectivement n'avait pas vraiment toutes les informations pour y faire face. On était face à l'inconnu. On peut comprendre qu'elles aient eu peur et qu'elles aient pris des mesures très restrictives. Voilà, ça c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Ce que le rapport pointe du doigt... on peut pas entendre ça. On n'impose pas. Et d'ailleurs, le rapport le dit. Quand on ne sait pas, on n'impose pas parce que le remède ne peut pas être pire que le mal, en fait. Et donc, il faut quand même une précaution. Et ça, encore une fois, c'est l'expertise du professeur Raoult. Mais on ne peut pas imposer des mesures à toute une population au lieu de traiter uniquement les personnes à risque. On a obligé des enfants à partir de 12 ans, on leur a imposé un pass. C'était quand même scandaleux. Moi, mon fils, à l'époque, était au CP. Il a porté un masque pour faire du sport. Il portait un masque 10 heures par jour. J'ai vu ma grand-mère se laisser mourir dans un EHPAD. Ce sont des traumatismes que je partage avec beaucoup de Français et que je n'oublierai jamais et malheureusement que je ne pourrai pas pardonner puisqu'il y a encore une omerta et personne et aucun parti politique, comme l'a dit Didier Raoult, ne s'est élevé contre cela et c'était des mesures politiques et c'était des mesures folles, les auto-attestations, les cafés assis pas debout ou l'inverse, les plages dynamiques, etc. On est parti dans un délire absolument total et des individus, des personnes sont mortes seules dans la solitude d'une façon absolument inhumaine. On a perdu notre humanité pendant cette période. Et vous voyez, j'en suis encore émue aujourd'hui. Et ça, c'est impardonnable. Alors, je reformule, mais quand je dis que c'est des discours qu'on peut entendre, c'est des discours qu'il nous arrive d'entendre. Et justement, ce que pointe du doigt ce rapport aussi, c'est que y a quand même une notion financière et économique qui n'est pas à négliger. Et ça, c'est quelque chose, justement, sur lesquels peu de personnes travaillent en France et en Europe. Virginie Joron en fait partie. Mais tous les liens entre les politiques et les laboratoires, c'est quelque chose qui est encore à creuser et qui commence à percer aussi.
Oui, il faut une commission d'enquête en France. Il faut lever le secret défense. Il faut une commission d'enquête indépendante. Alors évidemment, aujourd'hui, on dit que tous les comités sont indépendants, alors que finalement, ils le sont pas. Mais oui, il faut absolument une enquête et il faut écouter des spécialistes et il faut bien comprendre ce qui était la partie scientifique et ce qui était la partie politique. Professeur Raoult, vous vous êtes retrouvé justement face à une masse de médecins qui ont tenté de vous décrédibiliser. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir aussi retrouver le statut dont vous jouissiez avant de professeur, de spécialiste, quelque chose qui a été largement sali pendant cette période, justement en partie à cause de cette omerta dont parle Béatrice Rosen? Oui. Si vous voulez, mon avis, ne me plaignez pas trop, parce que c'est pas mon problème. Je m'en fous complètement de l'image que les uns et les autres. Ne croyez pas non plus, parce que ce sont ces journaux, puis ces harceleurs qui essaient de faire croire. Je suis toujours professeur de médecine émérite. Je le serai à vie, ils ont essayé, mais il faut changer la loi française pour m'enlever l'éméritat, puisqu'il y a 2 prix qui donnent le droit d'être professeur émérite à vie. Je les ai eus tous les 2. Alors donc, on ne peut pas m'enlever ça. Et pour les médecins qui, eux, ont perdu, par exemple, leur droit de pas travailler. terminé. Moi, je ne suis pas politique. Laissez-moi terminer à parler de ce que je connais, la science. Si les gens s'étaient préoccupés de science, et c'était là une véritable question, vous savez, le problème, c'est que les scientifiques qui étaient censés s'occuper de ça n'étaient pas des scientifiques. Le problème, c'est que Delfrécy n'est pas un scientifique. Les gens qui étaient autour de lui, vous savez, c'est l'entre-soi parisien, des gens... Et moi, j'ai dû dire à Delfrécy, quand le président est venu dans mon bureau, j'ai dû lui dire, mais vous savez, avant 12 ans, il n'y a pas de cas, pour des raisons que je n'explique toujours pas. Pendant 2 ans, il y a eu 0 cas de Covid chez les gens de moins de 12 ans. Donc l'idée que les enfants étaient une cible prioritaire, par déduction, parce que c'est cet imbécile de Fauci qui a dit ça, Fauci a dit, on va prendre les mêmes mesures que la grippe. Mais c'était pas la grippe, c'est-à-dire que c'était pas les enfants les vecteurs de la maladie, parce que la spécialité de Delfrécy, c'était ça. Oui, mais toi tu dis ça, mais eux disent ça. J'ai dit d'accord, mais qui a publié? Je lui ai donné de la main à la main une publication sur laquelle on avait testé 1500 enfants qui étaient venus spontanément, 0 positif. Donc on savait, parce qu'on faisait des PCR, ce que lui ne faisait pas, parce que vous avez bien vu que dans le discours de ce qu'il dit, il dit on peut pas faire de PCR en France, on peut pas faire parce que personne ne s'en occupait. D'accord? Alors qu'en Allemagne, ils faisaient des milliers de PCR et que donc pendant tout le flux dont ceux qui ont le plus souffert, c'est les Parisiens, tant mieux, ceux qui prenaient les décisions, c'est eux qui ont payé la note. À Paris, on ne faisait pas de PCR. Vous voyez, les gens prenaient le TGV pour venir faire des PCR à Marseille. Donc, il y a un vrai problème, c'est que la science ne pouvait pas être entendue. Et donc, c'est une question, effectivement, la question politique, c'est comment on va empêcher le totalitarisme de se mettre en place, c'est-à-dire ceux qui pensent comme pensait la religion catholique au Moyen-Âge, ou comme pensaient les communistes jusqu'à la chute du mur de Berlin, qu'on détient la vérité, la pravda, et que tous ceux qui n'écoutent pas la vérité sont des hérétiques et qu'on sait où est la vérité. Vous voyez bien sur la discussion sur les vaccins. Moi, j'ai discuté avec Villani quand il était responsable de l'OPC et j'ai fait un livre sur les vaccins. J'ai dit, mais vous pouvez pas dire que notre politique vaccinale est une science, puisque si vous regardez dans les pays de l'OCDE, il y a 23 protocoles différents de vaccins. Si c'était de la science, tout ça, on serait tous d'accord. Donc on n'est pas d'accord. Donc c'est en fonction des politiques, eh bien ça c'est important ou ça c'est pas important. Avec la science, le vaccin qui devient un drapeau, les anti-vax. Quand moi je suis arrivé au ministère de la Santé, je vous dis 2002, c'était la gauche. Vous vous rappelez, c'était Kouchner, son directeur de cabinet c'était Hirsch, mais là on l'oublie, on a passé ce truc, qui avait dit l'hépatite B, ça donne la sclérose en plaques. Et donc, on a plus vacciné très très mal contre l'hépatite B pendant une quinzaine d'années. La gauche disait à l'époque, c'est de l'intoxication par l'industrie pharmaceutique. Je l'ai entendu. Quand moi j'ai dit, il faut revenir sur la réflexion, parce que maintenant on sait qu'on est le seul pays au monde à dire que ça fout la sclérose en plaques, il faut réanalyser ça. Les choses s'analysent. Les vaccins, c'est pas ou tout bon ou tout mauvais. Toutes les choses s'analysent. Ouais. Les maladies changent. Quand il n'y a plus d'épidémie, il faut arrêter les vaccins. Vous voyez ?
Eh bien, maintenant, les choses ont passé à 180 degrés. C'est la gauche capitaliste maintenant qui est le fervent défenseur le plus extrême. Par exemple, c'est en Californie qu'on vaccinait le moins. À cause de l'époque New Age, où on disait tout ça, il faut plus vivre comme ça, il faut vivre comme des écolos. Et maintenant, c'est les plus acharnés du vaccin. Vous voyez bien que tout ça est politique, c'est pas basé sur de la science. Ça. Donc, il faut, peu importe, les politiques feront ce que leur demandera leur peuple. C'est pas d'ailleurs. C'est pour ça que je reviens sur la position du président. C'est pas au président à dire au peuple ce qu'il doit choisir. C'est le peuple qui choisit. Donc c'est le peuple qui doit choisir. Et puis on doit informer le peuple avec toutes les données avant de lui dire voilà, la vérité c'est ça, parce que la vérité ces gens ne la connaissent pas. Ouais. Justement, vous avez employé le mot de totalitarisme. Il nous reste à peine 1 minute, Béatrice Rosen. C'est un mot très fort. Est-ce que vous considérez qu'il y avait quelque chose de totalitaire justement dans cette gestion de la crise Covid, et est-ce que c'est pas ça finalement qui est en train d'être reconnu par ce rapport aux États-Unis et peut-être dans les mois ou les années à venir, un jour en France ? Absolument, il y a eu une vraie bascule avec le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet quand il a annoncé le pass sanitaire, alors qu'il y avait déjà à l'époque des données qui permettaient de comprendre qu'en fait ça ne servait à rien et que tout ça était basé sur des mensonges. On a vécu une période assez totalitaire. Je sais que ce mot fait peur à certaines personnes qui disent tout de suite on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Chine. Excusez-moi, le totalitarisme ça peut parfois être insidieux et progressif et une pente absolument glissante, et il faut se battre aujourd'hui pour nos libertés, pour la liberté d'expression, pour la liberté de circulation, pour toutes nos libertés fondamentales, et c'est très important, et le droit à disposer de son propre corps qui est la pierre angulaire d'une démocratie. Voilà, en tout cas ça fait partie de mes combats. Voilà. Et on vous remercie pour ça, puisqu'effectivement vous le menez avec brio et beaucoup de courage, surtout Béatrice Rosen. C'est l'heure de terminer cet entretien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Béatrice Rosen, donc vous êtes actrice et lanceuse d'alerte particulièrement engagée sur ce sujet. Et merci à vous aussi, professeur Didier Raoult, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, auteur de nombreux ouvrages. Chers auditeurs, vous pouvez appeler la radio si jamais les ouvrages du professeur Raoult vous intéressent. On vous en donnera les titres et les éditions. Merci à tous les deux et à très bientôt.